The Trial of the Chicago 7, Rakib Steel Script, 10 dakika. Imaginez-vous que 8 militants politiques de différentes tendances se retrouvent accusés de conspiration fédérale pour avoir organisé des manifestations pacifiques qui ont dégénéré en émeutes violentes à cause de la brutalité policière excessive, car The Trial of the Chicago 7 d'Aaron Sorkin nous plonge dans l'un des procès politiques les plus controversés de l'histoire américaine moderne, où Abby Hoffman, Sacha Baron Cohen, leader hippie provocateur Tom Eden, Eddie Redmayne, intellectuel du SDS Jerry Rubin, Jeremy Strong, activiste théâtral David Dellinger, John Carroll Lynch, pacifiste chevronné Rennie Davis, Alex Sharp, organisateur méthodique John Frouin, Daniel Flaherty, et Lee Weiner, Noah Robbins, chimiste accusé de fabrication d'explosifs, et Bobby Seale, Yahya Abdul-Mateen II, cofondateur des Black Panthers, sont poursuivis par un gouvernement Nixon déterminé à criminaliser la dissidence politique, et leur procès va révéler les fractures profondes de la société américaine. Concernant la guerre du Vietnam, les droits civiques et les limites constitutionnelles de la liberté d'expression. L'histoire commence en août 1968 quand ces groupes politiques disparates convergent vers Chicago pour manifester pacifiquement pendant la Convention nationale démocrate, car ils s'opposent farouchement à la guerre du Vietnam et exigent que le Parti démocrate adopte une position anti-guerre claire, mais le maire Richard Daley transforme la ville en zone militaire avec 23 000 policiers et gardes nationaux déployés pour réprimer toute forme de protestation, et cette militarisation excessive crée une atmosphère de tension explosive qui va transformer des manifestations initialement pacifiques en confrontations violentes, car les forces de l'ordre reçoivent l'ordre d'utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher les manifestants d'exercer leurs droits constitutionnels de liberté d'expression et de rassemblement. Tom Eden représente la faction intellectuelle et modérée du mouvement, car ce président du SDS, Student for a Democratic Society, croit fermement que le changement social peut être obtenu par des moyens légaux et démocratiques, et il organise méticuleusement des manifestations pacifiques respectueuses des lois locales et fédérales, mais il sous-estime gravement la détermination du pouvoir politique à réprimer violemment toute forme de dissidence et sa foi naïve dans le système judiciaire américain va être brutalement ébranlé par les événements de Chicago et le procès subséquent qui révélera l'instrumentalisation politique de la justice par l'administration républicaine déterminée à faire des exemples dissuasifs. Abby Hoffman incarne l'approche radicalement différente du mouvement hippie qui utilise le théâtre de rue, l'humour subversif et la provocation créative pour exposer l'absurdité du système politique établi, et ces méthodes non conventionnelles irritent profondément les autorités, car elles échappent aux catégories traditionnelles de contrôle social et révèlent l'hypocrisie des institutions démocratiques américaines, et sa philosophie anarchiste considère que le système ne peut pas être réformé de l'intérieur mais doit être ridiculisé et déstabilisé pour révéler sa nature oppressive fondamentale, et cette approche entre en conflit permanent avec la stratégie légaliste de Eden, car ils ne partagent ni les mêmes méthodes ni la même vision du changement social. David Dellinger représente la tradition pacifiste chrétienne la plus pure, car ce militant chevronné de 53 ans a consacré toute sa vie adulte à la résistance non violente, et il refuse catégoriquement toute forme de violence, même défensive, car il considère que les moyens déterminent fondamentalement la nature des fins atteintes, et sa présence morale dans le groupe apporte une légitimité éthique incontestable, mais aussi une rigidité idéologique qui complique parfois les stratégies tactique, car il s'oppose systématiquement aux actions qui pourraient dégénérer en affrontements physiques, même quand la provocation policière rend la violence quasi inévitable. Bobby Seale, cofondateur des Black Panthers avec Huey Newton, apporte une perspective révolutionnaire radicale qui dépasse largement les préoccupations anti-guerre des autres accusés, car il lutte pour la libération complète des Afro-Américains opprimés par un système raciste structurel, et sa présence dans ce groupe majoritairement blanc révèle les tensions raciales au sein de la gauche américaine, car les Panthers considèrent que les militants blancs privilégiés ne peuvent pas vraiment comprendre l'urgence existentielle de la lutte noire pour la survie et la dignité, et son arrestation à Chicago résulte d'une confusion administrative, car il était venu remplacer Eldridge, privé empêché au dernier moment. La Convention démocrate de 1968 se transforme en cauchemar sécuritaire quand les forces de l'ordre attaquent systématiquement les manifestants pacifiques avec une violence disproportionnée qui choque l'opinion publique américaine, car les images télévisées révèlent la brutalité policière dans le procès commence en septembre 1969 devant le juge Julius Hoffman, Frank Langella,
magistrat de 74 ans notoirement conservateur et partial qui transforme immédiatement la salle d'audience en théâtre de l'absurde car il refuse systématiquement toutes les demandes de la défense, accorde automatiquement raison aux procureurs fédéraux et traite les accusés avec un mépris flagrant qui révèle ses préjugés politiques et générationnels, et cette parodie de procès équitable démontre comment le système judiciaire peut être instrumentalisé pour servir des objectifs politiques répressifs plutôt que pour rendre une justice impartiale. William Constler, Marc Rylance, avocat brillant et passionné, défend courageusement ses clients contre un système judiciaire manifestement partial, mais il doit naviguer entre les provocations délibérées d'Abby Hoffman, qui transforme chaque séance en spectacle subversif, et les exigences légales d'une défense technique rigoureuse, et son dilemme professionnel révèle les contradictions inhérentes à la défense de révolutionnaires dans un système qu'il rejette fondamentalement, car comment peut-on utiliser les outils légaux d'un système oppressif pour défendre ceux qui contestent sa légitimité même, et Constler découvre progressivement que ses convictions libérales traditionnelles sont insuffisantes face à l'autoritarisme décomplexé du gouvernement Nixon. Bobby Seale subit un traitement particulièrement dégradant car le juge Hoffman refuse de reporter le procès pour permettre à son avocat personnel Charles Gary de se remettre d'une opération chirurgicale, et quand s'il exerce son droit constitutionnel à l'autodéfense en protestant contre cette violation de ses droits, le juge ordonne qu'il soit bâillonné et enchaîné à sa chaise dans la salle d'audience, et cette image choquante d'un homme noir littéralement réduit au silence dans un tribunal américain révèle la persistance des méthodes d'oppression raciale sous des formes légalisées et modernisées, et finalement le juge sépare l'affaire de Seale, transformant le procès des Chicago 8 en procès des Chicago 7. Les tensions internes au sein des accusés révèlent les divisions idéologiques profondes de la gauche américaine, car Tom Eden reproche constamment à Abby Hoffman ses provocations théâtrales qui selon lui nuisent à leur crédibilité juridique, tandis qu'Hoffman considère que l'approche respectueuse de Eden légitime implicitement un système fondamentalement corrompu, et cette opposition stratégique reflète le débat plus large entre réformisme graduel et révolution radicale qui traverse tous les mouvements de contestation sociale et leur capacité à surmonter ces différences pour présenter un front uni face à la répression gouvernementale détermine largement l'efficacité de leur résistance collective. Le témoignage crucial de l'agent provocateur Robert Pearson révèle l'ampleur de la surveillance et manipulation policière, car ce policier infiltré avoue avoir été chargé d'inciter les manifestants à la violence pour justifier la répression brutale qui avait été planifiée à l'avance, et cette révélation démontre que le gouvernement avait orchestré délibérément les troubles pour pouvoir ensuite poursuivre les leaders du mouvement anti-guerre et criminaliser leurs activités politiques légitimes. Cette stratégie de manipulation systématique révèle les méthodes antidémocratiques utilisées par l'État pour neutraliser l'opposition politique légitime. La performance théâtrale d'Abby Hoffman, qui se présente au tribunal déguisé en juge avec une robe judiciaire, illustre parfaitement sa philosophie politique, car il considère que le procès lui-même est une mascarade qui mérite d'être ridiculisée plutôt que respectée, et cette provocation créative expose l'absurdité solennelle des rituels judiciaires tout en révélant leur fonction de légitimation symbolique du pouvoir établi, et bien que cette approche irrite ses codétenus plus conventionnels, elle attire l'attention médiatique sur les violations des droits constitutionnels commises par le gouvernement et contribue à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux politiques réels du procès. L'évolution de Tom Eden constitue l'arc narratif central du film, car ce modéré convaincu découvre progressivement que sa foi dans les institutions démocratiques était naïve et que le système qu'il espérait réformer est fondamentalement hostile au changement authentique, et cette prise de conscience douloureuse le radicalise graduellement, car il comprend que la respectabilité politique est une arme utilisée par le pouvoir pour neutraliser l'opposition et que parfois la désobéissance civile et même la provocation deviennent nécessaires pour révéler la véritable nature autoritaire du système démocratique américain. Le verdict final, qui condamne 5 des 7 accusés pour avoir traversé les frontières d'État avec l'intention de provoquer des émeutes, révèle la politisation complète de ce procès, car les jurés sont contraints d'accepter l'interprétation gouvernementale des événements malgré les preuves accablantes de provocation policière et de manipulation judiciaire, et ces condamnations constituent une victoire à la Pyrrhus pour l'administration Nixon, car elle transforme les accusés en martyrs politiques et galvanise l'opposition anti-guerre, qui comprend désormais que le gouvernement est prêt à violer les droits constitutionnels fondamentaux pour préserver sa politique belliciste.
L'épilogue révèle que les condamnations seront finalement annulées en appel à cause des erreurs procédurales flagrantes commises par le juge Hoffman, mais cette victoire légale tardive ne peut pas effacer l'impact historique de ce procès qui a révélé les failles démocratiques profondes du système politique américain et démontré comment la justice peut être instrumentalisée à des fins répressives et les accusés reprennent leurs activités militantes avec une compréhension plus claire des mécanismes du pouvoir et une détermination renforcée à poursuivre leur combat pour la justice sociale malgré la répression gouvernementale. Le message universel de The Trial of the Chicago explore les tensions permanentes entre l'ordre établi et le changement social, car le film démontre comment les pouvoirs en place utilisent le système judiciaire pour criminaliser la dissidence politique légitime et préserver leurs privilèges contre les mouvements de contestation démocratique, et il suggère que la démocratie authentique nécessite une vigilance constante contre les tendances autoritaires, qui émergent toujours quand les élites se sentent menacées par les revendications populaires d'égalité et de justice et que les citoyens doivent parfois choisir entre la légalité formelle et la justice substantielle quand les institutions démocratiques sont détournées de leur mission première de service du bien commun.